Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h36, merci d'être avec nous, 9h36. Allez, ce qui se passe entre Israël et le Hamas fracture aussi la scène politique française et ce n'est pas fini. Nous en parlons avec nos deux invités. William T, qui est président du Millénaire, think tank gaulliste spécialisé en politique publique, bonjour. Bonjour. Et Jean-Pierre Mignard, avocat que vous connaissez bien, essayiste, avocat de gauche, hein, Jean-Pierre Mignard, que les choses soient claires. Je vais revenir sur l'actualité quand même, vite fait, parce que bon, tout ce qui se passe en France sur le terrain politique, évidemment, dépend en partie en ce moment de l'actualité internationale qui est extrêmement riche, dangereuse. Il y a cette rencontre aujourd'hui dont personne ne parle, et pourtant elle est importante à Pékin, entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Attention à ce qui va être dit, attention, il va falloir être très attentif, vraiment très attentif aux déclarations communes entre la Chine et la Russie, parce que le monde est en ébullition. Le monde est en ébullition contre l'Occident. Jean-Pierre Mignard, vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Ah oui, je suis complètement d'accord. C'est un processus d'accélération de ce que, paradoxalement, Poutine annonçait, c'est-à-dire un monde qui n'était plus multilatéral, organisé aussi autour d'un certain nombre de références communes, mais des mondes, chacun avec son influence, et même ses règles, et même son droit. William T. On pouvait penser, après la chute du mur de Berlin, comme l'écrivait Francis Fukuyama, qu'on assistait à la fin de l'histoire. Donc la victoire de la démocratie libérale et ce qu'on appelait le capitalisme de marché. Or, ce qu'on a vu avec les attentats du 11 septembre 2001, et ce qu'on a vu ensuite après avec le changement de position de Vladimir Poutine et le développement des régimes dits autoritaires, c'est qu'on a une contestation, un choc des modèles au-delà du choc de civilisation décrit par Huntington. C'est-à-dire qu'on a un choc des modèles avec une contestation du modèle, pour le dire clairement, américain, c'est-à-dire et du modèle occidental, dans lequel nous sommes embarqués, dans lequel les Américains sont les chefs de file, qu'on le veuille ou pas, d'ailleurs. Et le choc qu'on a vu le 7 octobre est bien un choc de civilisation et un choc contre le modèle occidental, parce que c'est une attaque contre le modèle occidental qui est représenté par Israël au Moyen-Orient. Oui, vous êtes d'accord avec cette remarque ? C'est-à-dire que on a vécu, nous, le modèle occidental comme le modèle mondial. Oui. Et donc, quand on parle d'ailleurs de la communauté internationale, ne vous faites pas d'illusions, on ne parle qu'en fait, dans notre tête, c'est communauté occidentale. Il n'y a plus de communauté internationale aujourd'hui, au sens juridique et politique, elle n'existe plus. Donc, le modèle occidental, eh bien, il ne va de plus en plus concerner que l'Occident. Oui. Alors, il y a donc ce choc, il y a la construction d'un monde anti-occidental. Et on parle de la Chine, de la Russie, c'est évident. On parle du monde arabe, pour certains, c'est évident, pas tout le monde arabe qui est très divisé. Mais attention, l'Afrique du Sud, regardez même le Brésil, qui a des positions à mi-chemin. Il y a l'Inde qui est aussi plus neutre, mais il y a aujourd'hui cette dimension internationale géopolitique. En ce qui concerne le Proche-Orient lui-même, le rôle de Joe Biden, là, sa visite est très importante. Il a beaucoup de choses à dire aux Israéliens. Oui, mais justement, il ne voulait pas le dire qu'aux Israéliens. Il va se retrouver dans une situation où, dans un face-à-face, à huis clos, avec le président israélien, par ailleurs fortement décrié, et quoi que fassent les Israéliens après, on dira, oui, mais cela a été concerté avec Joe Biden. Donc ça l'engage dans une poursuite du conflit qui n'est pas du tout ce qu'il voulait. C'est pourquoi il voulait le roi de Jordanie, il voulait le président Abbas, et je ne sais pas quel était l'autre. Bien sûr. Et le président égyptien. Et le président égyptien, ce qui est pas mal. Oui. Il va se retrouver seul avec Netanyahou, qui n'est pas son interlocuteur préféré. Non, mais ça, on est bien d'accord, William T. Oui, moi je trouve que Joe Biden s'en sort plutôt bien, que ce soit sur la guerre en Ukraine et sur la gestion du conflit pour l'instant Israël et Palestine, il s'en sort plutôt bien pour plusieurs raisons. Parce que les États-Unis jouent beaucoup de choses. La survie des accords d'Abraham à long terme, ça veut dire est-ce que les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite vont pouvoir renégocier un jour avec Israël. Donc pour cela, il faut qu'Israël remplisse certaines conditions, notamment dans la prise de Gaza et dans la gestion du conflit avec le Hezbollah et avec l'Iran. Et surtout éviter ce qu'on appelle une régionalisation du conflit. Ça veut dire que il est probable, on n'a pas d'informations à ce stade, mais que l'attaque du 7 octobre a été financée directement ou indirectement par l'Iran. Et si par cas vous avez un financement qui est clair et qui est prouvé par l'Iran, est-ce qu'on n'arrivera pas à un moment où Benyamin Netanyahou sera obligé, dû égard à la situation de son pays, à l'appel des Israéliens à une réponse forte, à une attaque contre l'Iran? Et je pense que l'arrivée du porte-avions Gerald Ford en Méditerranée est là pour que les Américains disent « on vous soutient »,
on vous donne une aide militaire, mais par contre, vous devez suivre un certain nombre de conditions pour éviter ce qu'on appelle une régionalisation du conflit. Il y a eu cette explosion sur un hôpital à Gaza, on ne sait pas encore. Il ne faut pas oublier les peuples quand même. Oui, c'est pour ça que nous avons géré les conflits qu'on a. Oui. Tout ne peut pas se régler uniquement avec les monarchies, les gouvernements et l'Occident. Vous avez raison, mais le peuple a été oublié, le peuple palestinien a été oublié par tout le monde. Pardon, le monde arabe comme le monde juif, par tout le monde. Tout à fait. Le peuple palestinien a été méprisé, négligé, tout à fait. Même par l'Occident, par tout le monde. Tout le monde. Bien, les conséquences maintenant politiques en France, on a vu hier, vous avez écouté, revu Daniel Obono hier matin, elle était à votre place, William T. La fracture est claire au sein des LFI, Jean-Pierre Mignard. Ah, au sein de LFI, oui. C'est clair. C'est maintenant clair. Je pense qu'il y a une divergence. Alors, il faut prendre quand même les choses. Quand Daniel Obono dit ce n'est pas refuse de qualifier de terroriste le Hamas, moi je ne peux pas partager ça un seul moment. Non, mais par contre, hier matin, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit. Elle n'a pas dit qu'elle refusait de qualifier de terroriste. Elle a dit que c'était un mouvement de résistance. Oui, alors, pas bien sûr. Oui, mais alors bien sûr. Ce n'est pas la même chose. Qu'elle qualifie. Jean-Pierre Mignard. Auquel il impute des crimes de guerre. Oui. Bon, alors on peut pas dire non plus que ce soit une apologie de dire voilà une organisation, vous êtes crime de guerre. Donc c'est pas formidable. Simplement, ça a une conséquence. Ça veut dire que si c'est une organisation de résistance, cette organisation de résistance, elle devrait être appelée un jour à jouer un rôle dans la négociation et dans le devenir. Oui. Honnêtement, je ne souhaite pas ça au peuple palestinien. Je ne souhaite pas, en effet, qu'il tombe sous la coupe du Hamas comme il est déjà en partie à Gaza. Ça, c'est une vraie question, même sur les méthodes que l'on utilise dans des combats qui peuvent être justifiés. Et sur ce point, en effet, il y a une grande divergence avec une autre partie de la gauche, dont on voudrait bien aussi savoir de temps en temps ce qu'elle dit. Parce que ce que je trouve, moi, c'est qu'il y a une aphasie générale de la gauche. Et donc, entre la modération des uns qui font de la modération une valeur en tant que telle, en quoi la modération serait-elle une valeur ? Il y a des fois, il ne faut pas du tout être modéré. Et puis une partie de LFI qui veut absolument être sur la ligne, c'est quand même la résistance, alors qu'on voit qu'ils tiennent de moins en moins bien cette position, parce qu'elle est intenable. Oui, mais alors, quand même, c'est quand même un peu bizarre. Pardon, je vous laisse la parole. Ça veut dire que la gauche éclaterait sur une question très importante comme celle-ci, mais il n'y avait donc rien d'autre ? Il n'y avait rien d'autre qui pouvait la solidifier, il n'y avait rien d'autre qui pouvait l'unir. Ce que je pense, moi, c'est que si tout n'est pas remis à zéro et refondé, en effet, ça éclatera dans tous les sens. William T. Mélenchon avait réussi à fracturer la NUPES. Là, maintenant, c'est encore plus difficile parce que même la France insoumise est fracturée avec des positions divergentes de François Ruffin et de Alexis Corbière. Donc là, on a une véritable difficulté. Pourquoi est-ce que Mélenchon fait ça ? On peut avoir deux grilles de lecture. La première, c'est de se dire Mélenchon agit comme futur président de la République, comme ce qu'il croit devenir en 2027. Et donc, du coup, il se dit, pour apporter la paix entre Israël et Palestine, il ne faut pas caractériser le Hamas comme organisation terroriste. Cette hypothèse ne tient pas pour différentes raisons. La première, c'est que Jean-Luc Mélenchon a montré depuis presque 3, 4, 5, 6 ans, depuis La République c'est moi, qu'il est capable de toutes les frasques en vue d'un intérêt politique et en vue uniquement d'un gain électoral à court terme. C'est-à-dire qu'il poursuit une stratégie électorale qui est la même que celle de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'il est là pour polariser le débat, pour cliver autour de lui et pour récupérer un socle lui permettant d'atteindre le second tour de l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce que c'est Il n'a que cet objectif. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, au vu et de garde de ses positions et vu comment il la justifie, il a uniquement l'objectif, non pas d'arriver au second tour de la présidentielle, il est là pour détruire le Parti socialiste, détruire ce qu'on appelle la social-démocratie, en vue d'être la force principale de gauche, en se disant de toute façon on a un vote utile et les gens vont venir vers moi, comme ce qui s'est passé lors de la dernière présidentielle, uniquement pour se dire qu'on aura un représentant de la gauche au second tour de l'élection présidentielle. Pour vous, c'est la même stratégie que le Rassemblement national. Dans les années 80-90, on est là pour polariser, cliver, uniquement créer des chocs dans l'opinion. Alors, vous allez répondre, Jean-Pierre Mignard, mais il faut que j'observe une petite page de pub. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h48. Jean-Pierre Mignard, vous avez écouté William T. Vous partagez en grande partie. Oui, je partage Mélenchon a un objectif, Jean-Luc Mélenchon a un objectif, c'est l'élection présidentielle de 2027. Je vais vous dire quelle est la contradiction de fond de sa stratégie. Une contradiction théorique et pratique. C'est qu'il nous dit, et ça c'est pas inintéressant, on va changer la République. On va déverticaliser le fonctionnement des institutions. Le président ne doit plus être celui qui règne. Mais en fait, il est dans l'opposition comme le président dont il ne veut plus. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas dans l'opposition, à mon sens, un comportement parlementaire. Il a un comportement présidentialiste. Regardez cette affaire. Dictatorial, oui. Oui, 2 minutes.
LFI, lui, prenne position sans concertation avec les autres dirigeants de la NUPES. C'est une question aussi majeure que celle-ci. Il appelle Faure, qu'est-ce que tu en penses? Il appelle Madame Tondelier, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on en pense? Il peut prendre la décision, mais pas du tout. C'est sur un tweet, sur un métro, ou un train au Maroc, qui prend sa décision, sans même d'ailleurs de concertation collégiale. Donc il est ultra présidentialiste dans l'opposition, et on peut s'interroger, non pas de sa bonne foi, c'est pas une question de bonne foi, mais de ce qu'il nous promet sur une république qui soit parlementaire, avec des contre-pouvoirs. Voilà. Ça, avec lui, les contre-pouvoirs, où sont-ils? En tout cas, dans l'opposition, il est ultra présidentialiste. Point. Donc c'est la question, si jamais je l'avais face à moi, c'est la question que je lui poserais. Où sont les contre-pouvoirs dans votre mouvement, dans votre parti? Parce que ça, c'est quand même, vous qui prônez la démocratie, où sont les contre-pouvoirs? Oui, William T. Non, mais je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit. En fait, Jean-Luc Mélenchon dit en gros qu'il faut de l'horizontalité, moins de verticalité, et c'est la personnalité politique à l'heure actuelle qui est la plus verticale. Finalement, il ressemble à Emmanuel Macron un peu, non, dans l'exercice des pouvoirs. Ou un peu comme ce que disait François Mitterrand. Ou Marine Le Pen, d'ailleurs, aussi. C'est-à-dire que Marine Le Pen qui va un jour s'énerver peut-être de la montée en puissance de Jordan Bardella. Enfin, ça, nous verrons. C'est vos émissions futures. Ça sont les émissions futures, vous avez bien raison. Mais la question qui est posée à Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être que sa stratégie est la meilleure pour se qualifier au second tour, et peut-être qu'il y arrivera. Mais ensuite, après, est-ce que ces prises de position ne le coupent pas d'une très grande majorité de Français sur un ensemble de sujets? Est-ce que des Français peuvent se dire que le Hamas est un mouvement de résistance lorsque le 7 octobre, des bébés sont égorgés? Est-ce qu'un mouvement de résistance tue des civils et vise des civils plutôt que des actes de guerre? Est-ce que sur beaucoup de prises de position, mais là, il y a peut-être un fond d'antisémitisme qui existe dans notre pays, non, Jean-Pierre Mignard, et qui s'exprime sans s'exprimer. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est trotskiste, et le chef des trotskistes était un juif, sur ce point. Il y a même d'ailleurs, il y a une imprégnation juive dans le trotskisme qui est très important, qui est très messianique. Les trotskistes disent la révolution, mais ils veulent surtout pas que ça vienne, c'est pour ça qu'ils veulent qu'elle soit permanente. Quand on regarde bien, effectivement, les textes juifs, on parle du Messie, mais d'une certaine manière, plus il vient tard, mieux c'est. Il est vraiment trotskiste, Jean-Luc Mélenchon. Il est vraiment trotskiste parce que c'est clair pour lui, il faut la conflictualité. Il faut mettre même ses alliés, il faut les mettre au pied du mur, ce qui est une vieille rhétorique. L'organisation à laquelle il appartenait, c'est, au fond, je n'ai pas tant confiance dans mes alliés, et donc il faut régulièrement que je les mette au pied du mur pour leur faire dire ce qu'ils ne diront pas spontanément. Au bout d'un moment, ça ne crée pas un amour absolu. Et puis il a, on en parlait aussi pendant la pub, il a une chance, une réalité, il regarde la réalité des choses. Il n'a pas de rival à gauche. Ah non, il a clairement pas de... Et Jean-Luc Mélenchon est seul. Qui a la personnalité, le charisme pour aujourd'hui conduire la gauche? La gauche hors Mélenchon veut se retrouver. Oui, mais derrière qui? Vous posez la bonne question, il y a quasiment personne. Si on prend en termes de talent pur, de charisme, de talent tribunatoire, Jean-Luc Mélenchon est le plus talentueux. Le seul qui pourrait le contester, c'est François Ruffin, dont on a des doutes sur sa capacité à organiser un appareil politique, à pouvoir organiser une campagne électorale et à rassembler des gens autour de lui. Si on peut penser que Olivier Faure peut contester le leadership de Mélenchon, personne n'y croit. De la même façon que Sandrine Rousseau, Marine Tondelier, même Sandrine Rousseau, il y en a peut-être certains qui se diraient que c'est peut-être pire que Mélenchon en termes de conflictualité, en termes de prise de position. Donc moi, à l'heure actuelle, je ne vois pas de prise de position possible. La seule possibilité qu'il y a à la gauche, c'est est-ce que la fin de Macron peut mettre en place une organisation, ce qu'on appelle social-démocrate à l'ancienne, autour d'un parti socialiste hollandais Cazeneuve. C'est ça la seule question qui est possible pour créer un match des gauches. François Hollande, comme ce qu'on a rencontré entre Valls et Jean-Pierre Mignard. Oh là là, je vois votre sourire là. Non, mais je pense que ce que vous dites est possible, mais ça a déjà été joué. Oui, c'est improbable. Ça a déjà été joué, et puis surtout, on ne sait pas pourquoi ni François Hollande ni Cazeneuve ont échoué. Parce que sur ce point, ça n'a jamais été dit. Vous le voyez bien, qu'on est dans l'évitement depuis des années et des années. François Hollande a échoué parce qu'il a refusé le combat. Il y a de ça. Oui. Il y a de ça. Quand vous refusez le combat, vous échouez. Il y a de ça. Ça me paraît très clair dans la vie, non ? Ted parle de social-démocratie. Est-ce que, finalement, le destin de la social-démocratie, c'est d'accompagner l'économie de marché, ce qui peut marcher, pardonnez-moi, quand ça marche bien. Mais quand l'économie de marché est en aussi grave crise qu'elle l'est aujourd'hui, parce qu'elle a quand même des problématiques, notamment avec le réchauffement climatique, est-ce qu'on peut se borner à l'accompagner? Ou est-ce qu'il faut quelquefois un peu maîtriser? C'est ça. Or, la social-démocratie, c'est quand même vassaliser.
au marché. Alors, il y a deux, effectivement, pour terminer, vous avez raison, le réchauffement climatique majeur et la géopolitique. Oui. Voilà. Les deux axes sont là. Tout le reste, ça va influer sur la vie politique française, évidemment, dans les années qui viennent. Oui. Et c'est vrai que sur le terrain de l'écologie, il n'y a pas de leader non plus. Il pourrait y avoir un leader vert, un leader écologiste modéré qui pourrait réunir beaucoup de monde derrière lui, à droite comme à gauche d'ailleurs. Oui. Mais vous avez un problème par rapport aux leaders verts en France, c'est qu'ils sont anachroniques par rapport à tous les autres leaders verts en Occident. C'est-à-dire que les autres leaders verts sont plutôt sociodémocrates. Ils pensent qu'on ne fait pas de l'écologie punitive, mais on plutôt fait ce qu'on appelle l'écologie de progrès. Vous voyez par exemple le plan qu'a fait Joe Biden aux États-Unis, qu'on appelle l'IRA, Anti-Inflation Reduction Act. C'est un plan qui mise sur l'industrie et les subventions pour encourager les industriels à produire ce qu'on appelle l'industrie propre. C'est-à-dire qu'on encourage les gens à produire de l'énergie propre et de l'industrie verte pour qu'ils gagnent de l'argent. On n'est pas sur une logique punitive. De la même façon, la Chine fait la même chose, l'Allemagne fait la même chose. Donc je ne sais pas si on peut émerger aujourd'hui en France comme leader vert, parce que les leaders verts sont davantage des pastèques, c'est-à-dire qu'ils sont très verts à l'extérieur, mais surtout très rouges à l'intérieur. Ce qu'ils font naturellement, c'est qu'en fait, ils sont davantage sur une posture anticapitaliste que sur une logique comment faire une transition énergétique forte pour que la France devienne, faire de l'écologie à la française et devienne leader sur l'énergie verte. Jean-Pierre Mignard. Il faut changer de génération. Vous voyez, par exemple, moi j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour François Hollande, avec lequel d'ailleurs j'ai divergé sur la conduite de la politique de son quinquennat en fin de quinquennat, mais je dois vous dire que ce n'est pas là où je pense qu'aujourd'hui on peut trouver du renouveau. Il faut que la gauche ait un renouveau générationnel, ce qui ne veut pas dire que ça lui donnera une chance pour l'élection présidentielle, mais il faut effectivement qu'enfin ceux qui sont 30 ans, 40 ans... mais et même en dessous, jouent pleinement leur rôle. C'est d'abord un changement de génération. On ne peut pas discuter avec l'ancienne. C'est mon avis. Merci messieurs. Merci d'être venus nous voir ce matin pour réfléchir un peu à la situation à la fois internationale et française, politique. Il est 9h56, vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous accompagner tous les matins. Vous le savez, c'est un plaisir de vous retrouver à propos d'invités politiques demain matin à 8h30. Marine Tondelier, ne ratez pas, c'est la patronne des écologistes qui sera avec moi demain matin. Bien, émission après les informations évidemment. Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent Stéphane Salé-Dechoux.